Le coin lecture. Présenté par Emmanuel Dufour. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 12e numéro du Coin Lecture, l'émission de Radio Libre en Périgord dédiée à la lecture de textes d'autrices et d'auteurs locaux et contemporains. Aujourd'hui, nous allons découvrir deux nouvelles de Martine Sombrin-Ténière. Retraitée de l'Éducation nationale, Martine Sombrin-Ténière est née à Périgueux en 1949 et elle y vit encore aujourd'hui. Sa plume a donné naissance à des romans de vie, à des nouvelles du quotidien et à des récits animaliers. Elle a publié à ce jour les romans La maison aux deux visages et Le goût de la gentiane aux éditions La Vétizou, et les recueils Histoire à plumes, à poil et à piquant et Au hasard de l'annuaire aux éditions des Deux Ancres, ainsi que Délices de table et de lecture en Périgord et ailleurs aux éditions Pilote 24. On peut se procurer ces livres au point presse du Petit Leclerc du Clos Chassin à Périgueux, ainsi que sur Internet. Les textes que nous allons lire aujourd'hui s'intitulent L'araignée des toilettes, extrait de Histoire à plumes, à poil et à piquant, et Invitation périgordine, extrait de Délices de table et de lecture en Périgord et ailleurs. L'araignée dans les toilettes. J'ai 8 ans. Les enfants remarquent toujours des choses que les adultes ne prennent pas le temps de voir. Quand je vais aux toilettes et que je m'assois sur le siège, j'ai en face de moi un mur de carreaux bleus et blancs. En bas, au coin que fait le mur avec la porte, le dernier carreau est un peu déjointé et il dévoile un petit espace qui semble partir dans la cloison. Et là, il y a une grosse araignée noire. Quand j'entre, j'aperçois son mouvement de recul. Elle se cache dans le trou du mur. Mais, au bout d'un moment, elle sort doucement, une patte après l'autre, puis le corps avec toutes les autres pattes. On dirait qu'elle me regarde. Nous ne bougeons, ni l'une, ni l'autre. Et si personne ne vient me rappeler à l'ordre pour me disputer la place, cela peut durer longtemps. J'ai peur de cette araignée. Ne dit-on pas qu'elles sont méchantes, qu'elles piquent ou mordent, et que, dans certains pays, elles peuvent même tuer un homme avec leur venin? De plus, ce n'est pas très beau, une araignée, selon nos critères d'êtres humains. Cependant, elle m'intrigue. Et je m'imagine qu'elle me trouve peut-être, elle aussi, plutôt laide et répugnante. Cela me fait rire. Peu à peu, j'en viens à aller aux toilettes plus souvent que nécessaire pour voir mon araignée. Je me la suis appropriée et j'espère que personne ne la verra. À cette époque, nous n'avons pas encore d'aspirateur. Ma mère y pense depuis longtemps et annonce même qu'elle en a commandé un, mais en attendant, je sais que le balai ne va pas assez loin dans les coins pour menacer mon araignée. Jour après jour, soir après soir, je me familiarise avec cette présence discrète et me plais à penser qu'il en est de même pour elle. Je lui raconte ma journée, surtout ce qu'il se passe à l'école, les jeux avec les filles et les disputes avec les garçons, qui me tirent les nattes et m'arrachent les barrettes. Je l'appelle mon amie l'araignée, mais je me sens un peu hypocrite. Une amie, on n'en a pas peur. Alors, je décide d'aller jusqu'au bout de mon intérêt pour elle. Mes amis les oiseaux, je les touche. Mes chiens aussi, ainsi que les chats de ma voisine, que pourtant je n'aime pas trop. Et je ne toucherai pas mon araignée? Un soir, je me décide. Je m'assois à côté du mur et je pose ma main par terre, pas trop près quand même du trou où s'est retirée la bestiole, apeurée par mon geste inhabituel. Et j'attends. Au bout d'un long moment, je m'engourdis et, comme il ne se passe toujours rien, je renonce provisoirement.
Je viens de lire Le Petit Prince. Il a mis longtemps à apprivoiser le renard. C'est donc normal qu'il me faille du temps avec cette araignée. Tous les soirs, je reprends cette expérience, parfois interrompue par quelqu'un qui a un besoin pressant et à qui je dois donc laisser la place. Je ne trahis pas mon secret. Personne ne sait pourquoi je squatte si souvent les toilettes et ma mère me pose des questions sur d'éventuels maux de ventre, mais je ne dis rien et retourne dans cet antre aussi souvent que possible. L'araignée, peu à peu, se sauve moins vite quand je m'assois par terre. Elle met moins de conviction à se cacher au fond de son trou. Je l'aperçois qui recule sans se presser, puis avance un peu. Elle en vient bientôt à reculer à peine, puis plus du tout. Elle est là, à l'entrée de sa tanière. Je pense qu'elle m'observe et se demande si je suis un danger. Alors je lui parle, doucement, pour que personne ne m'entende. Je lui dis que je ne lui veux pas de mal et que j'espère qu'elle ne m'en fera pas non plus. Je lui confie qu'elle est ma première araignée et que j'aimerais bien avoir le courage de la toucher, sans la blesser, mais que j'ai un peu peur, même beaucoup peur qu'elle ne me pique. Je lui propose la chose suivante. Je vais mettre ma main un peu plus près de son trou et, si elle veut, elle peut venir dessus. Cependant, je compte sur elle pour ne pas me mordre. Je lui dis que je lui fais confiance. Mais en fait, je n'y arrive pas. Il faudra encore quelques jours pour que j'ose enfin simplement poser ma main plus près et attendre, avec des picotements partout. Je ferme les yeux, puis les rouvre. L'araignée n'a pas bougé. Puis un tressaillement semble agiter ses pattes avant. Lentement, très lentement, elle les déploie et se met doucement en branle. Je suis en sueur. Brusquement, elle court vers ma main. Je crie, je me relève, me cognant à la cuvette. Ma mère accourt, me demande ce que j'ai. Je lui réponds que j'ai glissé. Et je sors vite, piteuse et déçue, honteuse de n'avoir pas tenu le coup, d'avoir fait peur à mon amie, d'avoir trahi la confiance que peut-être elle venait de m'accorder. Mais en même temps, je ressens encore la frousse que j'ai eue quand elle s'est mise à courir vers ma main au lieu d'avancer lentement. Ça, j'aurais supporté. Mais le changement d'allure m'a complètement déconcerté. J'en ai encore des frissons dans le dos. Le lendemain, je recommence. Mais l'araignée ne se montre pas. J'attends plusieurs jours. En fait, il faut tout reprendre à zéro. Tant pis pour moi, me dis-je. C'est ma faute. Et je repense au Petit Prince. Je veux arriver à apprivoiser cette araignée. Un jour, enfin, ça y est, elle consent à refaire un pas vers moi, puis un autre, et c'est à nouveau la course vers ma main, mais cette fois-ci, je m'y attends. Je me raidis pour ne pas broncher. Elle grimpe sur mes doigts, les touche avec toutes ses pattes, avec ses mandibules aussi, ou ses crochets, je ne sais pas trop comment appeler ça. À tout moment, je m'attends à ressentir une douleur, une piqûre, une morsure, que sais-je. Mais non, ce ne sont que des petits chatouillis. Elle explore ma peau, semble parfois même la goûter. Ça ne fait pas mal. C'est comme quand une mouche se pose sur vous, mais une grosse mouche. L'araignée couvre bien le tiers de ma petite main d'enfant. Je suis très fier de moi. Et quand elle redescend pour rejoindre ses appartements, je lui dis bonsoir, comme je le fais à mes chiens. Je sors des toilettes avec un air victorieux qui ne laisse pas d'intriguer ma sœur attendant la place. Le lendemain, l'aspirateur commandé par ma mère arrive enfin. L'employée de maison, très fière d'elle, raconte le soir à table comment elle est arrivée, grâce à ce formidable appareil qu'elle s'est amusée à manier dans tous les sens, dans toutes les pièces de la maison et toute la journée, à débarrasser les toilettes de cette grosse et répugnante araignée qui la narguait depuis si longtemps. Personne ne comprend pourquoi j'éclate en sanglots, et je ne pus jamais le dire à personne. Mais je le maintiens. J'ai eu une relation privilégiée avec une grosse araignée noire à l'âge de 8 ans, dans les toilettes de la maison familiale.
Invitation périgordine. D'humeur résolument morose, Manu sortit de chez lui. Il ne savait pas où il pouvait bien aller. Mais il voulait surtout s'éloigner de son quotidien, ce quotidien sans sel et plein de déceptions qui désormais était son lot ordinaire. Marchant tête baissée pour échapper à la bruine fine qui tombait sans en avoir l'air sur les passants pressés, il échappa de peu à un panneau publicitaire planté au milieu du trottoir. Son geste d'évitement fut ponctué par un sonore et jovial « Olé !» suivi aussitôt d'une bourrade amicale sur l'épaule. Relevant la tête, Manu se trouva face à face avec son vieux copain de collège, le seul avec lequel il n'avait pas rompu les ponts, pour la bonne raison que c'était aussi le seul qui, refusant de se mêler de ses affaires de couple, était toujours resté neutre et amical. Quand Manu avait besoin de s'épancher un peu, l'oreille de Fabrice était prête, mais aucun discours ne venait parasiter le silence dont les confidences avaient besoin. Avec lui, c'était « Vas-y, je t'écoute, je te comprends, mais je ne conseille rien. Tu fais comme tu le sens. » Il fut soulagé de cette rencontre inopinée. Il n'avait pas eu l'intention d'aller encore raconter ses angoisses et ses regrets, mais puisque le hasard avait mis Fabrice sur son chemin, il n'allait pas faire la mauvaise tête. Aussi se laissa-t-il entraîner, sans résister, vers le refuge du petit bar le plus proche. Devant un café chaud, les deux garçons échangèrent quelques mots banals, et notamment sur ce temps vraiment pas de saison pour un mois de juillet, puis ils se laissèrent envelopper par un silence amical, si rassurant pour Manu. Fabrice reprit bientôt la parole. « Que fais-tu dimanche ?»« Rien. »« Alors viens me retrouver à Saint-Laurent, tu sais, le petit village où je suis né, sur l'axe Bordeaux-Brive, la nationale 89 donc. Je dois y passer pour récupérer encore quelques affaires. Je vends la maison de mes parents, comme je te l'avais dit. J'en aurai pour 2 ou 3 heures de tri et je te propose de te retrouver pour qu'on déjeune ensemble. Il y a un couple de mes amis qui fait restaurant, au noir. Mais attention, c'est secret. Pour arrondir leur trop juste fin de mois d'agriculteurs, ils ouvrent leur salle à manger le dimanche à quelques hôtes, triés sur le volet. Ce n'est pas cher, c'est bon, ça leur rend service, et tout le monde s'y retrouve. Ah, et comment je saurais trouver si c'est un secret ? Je suppose que ce n'est pas inscrit sur leur façade, restaurant au noir pour les copains le dimanche, si ? Arrête de faire la mauvaise tête. Tu trouveras sans peine, c'est à l'entrée du village. Une bâtisse assez haute et toute recouverte de vignes vierges. Tu frappes, tu entres, et tu te trouves dans une jolie salle à manger de ferme, une table longue et des bancs de bois. Tu t'assois sans façon et tu te laisses vivre. Soit j'y serai déjà, soit j'y arriverai sur tes pas. Pas trop difficile, non ? Manu grommela quelque chose qui ressemblait à un assentiment. Il n'était pas de bonne humeur du tout, mais ce n'était pas de la faute de Fabrice. La faute à qui, d'ailleurs ? Ah, pas de chance, à la météo de ce début d'été qui se montrait bien capricieuse et décevante. À Mireille, qui voici 3 mois s'était brusquement rendu compte de l'importance de leur divergence et avait disparu de sa vie presque du jour au lendemain. À lui, sale caractère, raisonneur et égoïste, comme elle le lui avait si souvent lancé à la figure. Sans grande conviction, il s'entendit donc répondre à Fabrice qu'il irait peut-être, s'il faisait beau et si sa voiture voulait bien démarrer. Celui-ci, qui connaissait bien son ami, se contenta de cette molle réplique et, se levant pour reprendre le cours de ses occupations interrompues, lui donna l'accolade en lui lançant un tonique « À dimanche !» Il disparut, laissant Manu finir son café froid et ruminer sur les aléas de sa pauvre vie de solitaire mal compris et mal luné. Le dimanche matin, il dut bien considérer qu'il serait fort malvenu de prétendre que le temps ne se prêtait pas à une sortie. Un beau soleil, déjà chaud, promettait enfin une magnifique journée. La nature, amplement verdie par les pluies des jours précédents, n'en finissait pas de luire et de briller, de montrer ses verts tendres et ses rouges flamboyants, ses jaunes dorés et ses fleurs blanches et roses. Malgré lui, il dut convenir que le spectacle était bien beau et se prit même à siffloter, répondant ainsi au chant des oiseaux, heureux sous ce soleil généreusement revenu. Après une bonne douche et quelques velléités de rangement,
Il regarda sur la carte Michelin entre Périgueux et Bordeaux pour se mettre en tête la route vers Saint-Laurent, dont Fabrice lui avait parlé maintes fois, mais où il n'était jamais allé. Voyant qu'il avait une trentaine de kilomètres à faire, il aurait juré que c'était plus près, heureusement qu'il avait regardé, il se mit en route un peu avant midi. À quoi bon arriver trop tôt, car que ferait-il si Fabrice n'était pas encore là? Mais il ne pouvait pas non plus se permettre d'arriver trop tard. Une petite demi-heure après, il dépassait le panneau Saint-Laurent-des-Hommes, trouvant la dénomination complète amusante. Tiens, c'est vrai, Fabrice n'avait jamais cité le nom de son village en entier. Et il chercha la grosse bâtisse décrite. Il dut entrer carrément dans le bourg avant de tomber sur une belle maison carrée, verte, d'un merveilleux ampélossis qui la couvrait entièrement. Admiratif, il fredonna « C'est une maison verte » sur l'air de San Francisco et gara sa voiture au plus près. Selon les instructions de Fabrice, il frappa et entra. La fraîcheur et l'obscurité dans le vestibule le surprirent agréablement. Pendant un court instant, il ne vit plus rien. Puis, il distingua une porte entr'ouverte qu'il poussa doucement. Il se trouva alors dans la salle à manger qu'il avait imaginée, vaste pièce meublée d'une longue table de chêne entourée de lourds bancs sombres. Sur une nappe à carreaux rouge et blanc, le couvert était mis pour 5 convives, mais personne n'était encore là. Cependant, il avait dû faire un peu de bruit car une jeune femme sortit de ce qui devait être la cuisine et s'avança vers lui. Elle sourit avec une lueur d'étonnement cependant et dit posément « Je ne savais pas que vous mangiez avec nous, je vais rajouter un couvert. »« Oh, excusez-moi, c'est mon ami. »« Chut, ne dites rien, j'ai l'habitude. Ce n'est pas grave. Bienvenue, asseyez-vous. Ils ne vont pas tarder à arriver. Je vous offre un petit verre de blanc cassis en attendant ?»« Avec plaisir, mademoiselle. » souffla Manu, un peu impressionné malgré tout et gêné d'être le premier. Il s'assit et, des yeux, fit le tour de la pièce fraîche et accueillante, examinant tour à tour avec intérêt la grosse horloge qui sonna la demi, la cage de canaris chanteurs, la cheminée où trônait au milieu du foyer un énorme bouquet de fleurs des champs et un confiturier apparemment en cours de remplissage. Une ribambelle de pots de confiture de fraises et d'abricots posés par terre devant le meuble attendait qu'on les y range. Cela sentait bon l'encaustique, les fruits cuits depuis peu, le caramel et la cannelle, et aussi une odeur de viande qui devait mitonner dans la cuisine. L'atmosphère chaleureuse de cette belle et grande pièce l'enveloppait dans un cocon paisible. Lui qui n'avait pratiquement plus faim depuis le départ de Mireille se sentit soudain un appétit de loup. 2 hommes entrèrent alors, visiblement le père et le fils. D'un coup d'œil, ils semblèrent s'interroger, mais déjà Manu, qui décidément se sentait de l'humeur la plus joyeuse qu'il ait jamais ressentie depuis longtemps, se leva et leur tendit la main en disant « Je suis un ami de Fabrice. »« Ah » fut la seule réponse du plus jeune des 2 hommes. Il jeta un regard plein de sous-entendus vers celle qui devait être sa sœur, pendant que l'autre, leur père donc, haussait les épaules d'un air indulgent. Ils se rendirent à la cuisine et, au bruit d'eau, Manu comprit qu'ils se lavaient les mains. Il se demandait s'il devait les rejoindre pour en faire autant quand apparut la grand-mère. Il n'y avait pas besoin de la présenter. Pour Manu, c'était évident qu'elle était la grand-mère, comme celle du petit chaperon rouge, comme celle de tous les contes et de toutes les vieilles histoires d'autrefois. Une adorable grand-mère, avec des cheveux blancs comme neige, qui dépassaient d'un petit bonnet serré sur le crâne. Elle posa son regard bleu et fatigué sur Manu et murmura avec un très gentil sourire « Ah, un nouvel ami ou un amoureux ?» Sa voix fluette résonna délicieusement à l'oreille de Manu. Il lui répondit, tout de même embarrassé sous le regard de la jeune fille « Non, oui, je suis l'ami de Fabrice, mais ce n'est pas nouveau, cela fait très longtemps. En fait, ça remonte au collège, vous savez. » Elle le contempla, toujours en souriant, mais sans répondre. La jeune fille repartit vers la cuisine pour en revenir aussitôt avec un magnifique plateau de crudités et lui glissa « Ne soyez pas surpris, elle est sourde et perd un peu la tête. Alors, ne vous formalisez pas. »« Oh non, pas de problème, je comprends. » Il se sentait inexplicablement heureux d'être là,
de se laisser aller au milieu d'inconnus, de sourire à la vieille femme qu'il observait avec bonté de ses yeux bleus délavés, de regarder la jeune fille installer le plat au centre de la grande table, et de l'entendre appeler « Maman, c'est prêt, tu peux venir !» Il ne fut pas surpris alors de voir arriver une autre femme, l'exact intermédiaire entre les deux qui s'y trouvaient déjà, la fille de l'une et la mère de l'autre. La ressemblance était trop frappante pour qu'il y ait le moindre doute à ce sujet. Elle entra, tout sourire, elle aussi, et lança « La belle table, avec un invité surprise, que c'est gentil !» Et alors que les deux hommes s'avançaient pour prendre place, elle embrassa chacun un tour de rôle, Manu y compris, sans façon. Les verres furent levés en son honneur, et au toast prononcé par la jeune fille, Manu comprit que c'était l'anniversaire de la maman. Il s'étonnait bien de l'absence de Fabrice, mais comme il ne restait pas de place libre, il n'osa rien demander et en conclut intérieurement que son copain, pour une raison ou pour une autre, avait dû renoncer à venir jusqu'ici. Le repas fut pris dans le calme d'une affection familiale palpable et chaleureuse. La conversation roulait sans effort sur le temps, les récoltes, les travaux, l'autoroute qui allégeait la circulation sur cet axe encore récemment très encombré, l'école qui avait failli fermer mais semblait sauvée cette année encore. Après les crudités du jardin et le bocal de foie de canard que toute la famille périgordine sacrifie le dimanche, vint une marmite qui sentait bon au-delà de toute description. La jeune fille, qui se prénommait Magali, fit le service, déposant dans chaque assiette qu'on lui tendait des pommes de terre fondantes et des carottes qu'il était tout autant, accompagnées de morceaux de viande onctueux et goûteux rissolés aux petits oignons nouveaux. Jamais Manu n'avait mangé d'aussi bons morceaux de volaille. Il reconnaissait que c'en était, mais quoi exactement? Il n'arrivait pas à le définir. Magali vint à son secours. « Ce sont des solilès de dinde, vous savez, ces morceaux charnus placés sur le dos de chaque côté. Papa élève des dindons et quand maman fait ses réserves en boîte ou pour le congélateur, elle garde toujours quelques barquettes de solilès car c'est son mets préféré. C'est pourquoi j'en ai cuisiné aujourd'hui pour son anniversaire, bien que ce soit plutôt un plat d'hiver. Ça se cuisine comme un ragoût. On le démarre avec des oignons, puis on ajoute une demi-bouteille de blanc sec, on fait mijoter à feu très doux longtemps et on y met les légumes pour la dernière demi-heure. Remarquez, avec le temps pluvieux qu'il a fait ces jours derniers et dans cette salle fraîche, ce n'est pas désagréable, vous ne trouvez pas? C'est absolument délicieux, vous voulez dire. S'apercevant qu'il venait de parler la bouche pleine, Manu se mit à rougir et plongea son nez dans son assiette pour masquer son embarras. Personne ne sembla remarquer son trouble. La salade du jardin, accompagnée de cabécous faits par la grand-mère à l'ancienne, fut aussi un vrai régal. Puis un clafoutis conclut avec bonheur le meilleur repas de Manu depuis bien longtemps. Un café, arrosé comme il se doit d'un doigt de prune, acheva d'effacer toutes les ombres qui ces derniers temps avaient pesé sur sa vie. Il se renversa en arrière et soupira d'aise. Soudain, il se sentit bien gêné. Comment faisait-on pour payer son écho? Si Fabrice avait été présent, ça aurait été facile. En habitué, il se serait chargé de l'affaire et Manu lui aurait ensuite remboursé sa part. Mais là, il fallait bien qu'il prenne l'initiative d'une participation financière et, obscurément, il craignait d'être désobligeant. Pourtant, ces gens ouvraient leur table à des hôtes choisis pour améliorer leur fin de mois, avait dit Fabrice. Donc, ils s'attendaient bien à être payés. Surmontant sa réticence, Manu glissa à Magali, qui venait de lui reverser du café. « Vous me direz combien je vous dois. Comme Fabrice n'est pas venu, je ne connais pas les usages. » Stupéfaite, elle le regarda, éclatant d'un rire franc. Voyant son embarras, elle le réfréna vite, mais continua à le regarder d'un air amusé. Puis se penchant vers lui, elle murmura « Le jour de l'anniversaire de maman, personne ne paie son écho, même pas l'hôte de passage. Et puis, Fabrice, je ne vois pas très bien qui c'est. Un ami de mon frère, sans doute ? Qu'importe. Allez, ne vous en faites pas. » La grand-mère s'était assoupie, affaissée dans le fauteuil où l'avait installée sa fille dès le repas fini. Les deux hommes se levèrent lourdement et le père évoqua l'idée d'un petit bout de sieste, tandis que le fils, qui ne parlait plus depuis le café arrosé, jetait des coups d'œil un peu inquisiteurs du côté de sa sœur. Manu comprit qu'il devait prendre congé,
ce qu'il fit avec force remerciements et compliments pour l'excellence du repas. Il réitéra ses meilleurs vœux d'anniversaire à la maîtresse de maison qui avait laissé à sa fille la conduite des opérations avec un réel bonheur et une grande reconnaissance. Magali lui asséna 2 bises sonores sur la joue et l'invita à revenir quand il voulait. Il sortit, dans la chaleur estivale de ce qui était à présent une vraie journée de juillet. Les abeilles bourdonnaient à l'envi dans la vigne vierge. Le soleil, immobile dans le ciel bleu, avait chauffé à blanc la voiture abandonnée dans un coin sans ombre. Il dut rouler toutes vitres ouvertes pour supporter la canicule ambiante. Se retrouver chez lui, seul, après cette curieuse intrusion dans un cercle familial étranger, mais si accueillant, lui fit l'effet d'une douche froide. Il pensait d'ailleurs aller en prendre une de douche, justement, quand le téléphone sonna. C'était Fabrice. Il avait bien prévu son appel. Qu'avait-il donc fabriqué, celui-là ? « Manu, que t'est-il arrivé ? Je t'ai attendu. Ce n'est pas sympa de m'avoir posé un lapin comme ça. Et tu as loupé un repas, mais un repas ? Qu'est-ce que tu me chantes là ? C'est à moi de te poser cette question. Mon vieux, ne me raconte pas n'importe quoi. J'étais à Saint-Laurent depuis hier soir. J'ai fait tout ce que je devais et je me suis rendu, comme convenu, à la ferme de mes voisins. On t'y attend encore. Mais j'y étais, et pas toi. J'ai fort bien mangé d'ailleurs, et Magali est charmante. Je crois que j'ai très envie de la revoir. Manu, arrête de déconner, t'étais où, bon sang ? Mais à Saint-Laurent-des-Hommes, comme tu m'as dit, j'ai frappé et je suis entré. Oh douille, triple idiot, c'est à Saint-Laurent-sur-Manoir que j'ai ma maison. Manu lâcha le combiné et se sentit d'abord défaillir. Se laissant tomber à terre, il pâlit, rougit, puis, choisissant d'être positif et d'humeur résolument et définitivement joyeuse, il s'abandonna tout entier à un rire sonore et ininterrompu que Fabrice, atterré, ne pouvait s'expliquer que par ces mots. Manu est devenu fou. Vous venez d'entendre L'araignée des toilettes, extrait de Histoire à plumes, à poil et à piquant, et Invitation périgordine, extrait de Délices de table et de lecture en Périgord et ailleurs, de Martine Sombrin-Ténière. Vous pouvez vous les procurer au point presse du Petit Leclerc du Clos-Chassin à Périgueux et sur Internet. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous êtes autrice ou auteur de textes que vous aimeriez entendre lire à cette antenne, ou si vous souhaitez me recommander des autrices et auteurs locaux et contemporains, vous pouvez contacter RLP par mail à l'adresse radiolibreempérigord@gmail.com, radio et libre étant au pluriel, ou par téléphone au 05 53 46 80 24, où vous pourrez laisser un message en précisant le nom de l'émission, Le Coin Lecture. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à la prochaine fois.